Je vais commencer donc ma présentation avec un artiste à qui on a rendu hommage avec deux expositions au Musée des Beaux-Arts pour célébrer justement la date de sa mort, c'était 1916, Odilon Redon. Il y a eu l'estampe fantastique de Goya Redon et la nature silencieuse. Ça nous avait permis bien sûr de rappeler l'importance de ce peintre bordelais. Donc il est né à Bordeaux en 1840, Odilon Redon. Il meurt à Paris en 1916 et sa carrière va être très très importante. Aujourd'hui, il est un des peintres bordelais connus au niveau international. Il est bien sûr connu comme un grand maître du fantastique, mais aussi pour son travail sur la couleur, puisqu'à un moment donné, il va abandonner ses noirs pour se consacrer à la couleur et à ces magnifiques pastels au Musée des Beaux-Arts où on présente régulièrement ses tableaux et ces pastels justement qui sont présentés en alternance dans une salle qui lui est consacrée. Alors rappelons que l'artiste au départ fait son lycée à Bordeaux. Dans son enfance, il se sentait un petit peu isolé puisque ses parents étaient partis en voyage et l'avaient laissé dans la famille à Perlobade dans le Médoc. Et donc Odilon Redon va vivre un peu cette enfance solitaire dans la campagne où il dessine des arbres. Il a une âme un peu romantique et il aime se promener et regarder la nature. Aujourd'hui, bien sûr, il faut, pour connaître Odilon Redon et mieux le connaître, lire son journal à soi-même, comme nous sommes dans une bibliothèque, où on apprend beaucoup sur, bien sûr, l'esprit de ce jeune artiste qui écrit un journal, mais qui n'est pas du tout spontané. En fait, c'est vraiment un livre qui est très réfléchi. Donc, quand il est jeune, Odilon Redon, dans la campagne, va dessiner beaucoup d'arbres. Il observe la nature, les végétaux. Il connaît les œuvres de Camille Corot, donc il y aura certaines œuvres qui seront influencées par le grand maître, qu'il rencontrera d'ailleurs, et qui va lui faire changer sa vision sur l'art, puisque Camille Corot lui disait qu'il fallait, à côté de l'invisible, à côté du visible, chercher à représenter l'invisible. Donc Redon a vraiment ce contact avec la nature très très important, et là on voit justement la maison de Perlobade, et puis dans certaines œuvres, l'influence de Corot. Il va rencontrer un grand maître, Rodolphe Brézin, qui était un artiste un peu maudit. D'ailleurs, il fait son portrait à la manière de Rembrandt. Brézin était un graveur, donc il va lui apprendre la technique de la gravure, la lithographie. Et Redon va être à la bonne école, puisque ce maître était un artiste qui réalisait des œuvres extraordinaires, avec souvent beaucoup de nature foisonnante et des petits personnages cachés dans les feuillages, des petits squelettes, des petits monstres. Tout ça va beaucoup plaire à Redon, qui lui-même va donc devenir le grand artiste fantastique qu'on connaît. Vous connaissez l'araignée qui sourit, l'araignée qui pleure. Voilà, donc ici je passe bien sûr des œuvres célèbres de l'artiste qui allait vers un univers très particulier, puisqu'à l'époque, très peu d'artistes vont vers cette voie. Il va illustrer Edgar Poe. Dans ses créations du domaine fantastique, certains motifs vont revenir souvent, comme l'œil, le ballon. Le météore est une œuvre très connue qu'avait acheté Robert Coustet. Le puits, voilà, je vous montre quelques exemples, bien sûr. Il y a beaucoup d'œuvres, je ne peux pas tout montrer ce soir, mais pour rappeler, bien sûr, l'importance du fantastique dans la carrière de cet artiste, qui avait été exposé donc à la Galerie des Beaux-Arts avec l'estampe fantastique de Goya Redon, où on avait rappelé justement l'hommage qu'il avait rendu à Brézin avec sa série intitulée Mon rêve. Donc vous connaissez sûrement ses œuvres, où Redon va imaginer des êtres, parfois avec un visage humain, par exemple la tête de fleur, enfin la tête de Pierrot en fleurs. Il va créer des monstres redoniens, puisqu'il illustre la tentation de Saint-Antoine de Flaubert, Edgar Poe, des gnomes, des cyclopes. Donc c'est tout un univers dans le noir, donc avec le procédé de la gravure. Bon, je passe les images assez vite, mais ce sont des œuvres qui sont connues, mais il y en a beaucoup d'autres. J'ai dû faire une sélection, forcément. Il illustre les fleurs du mal. Il rencontre un personnage aussi important. Donc après Rodolphe Brézin, il y a la rencontre avec un botaniste, Armand Claveau, qui à Bordeaux était très très important, puisque lui, il faisait des études sur l'assèchement de la Garonne. Il avait un microscope et grâce à lui, Odilon Redon va découvrir le minuscule, l'infiniment petit, et il disait qu'il lui suffisait de regarder un brin d'herbe, un caillou, et que d'un seul coup, il sentait une ébullition mentale monter à lui et qu'il se laissait aller à la représentation de l'imaginaire.
Donc, grâce à ce botaniste, Redon va créer des œuvres assez originales pour l'époque. Par exemple, vous voyez ici Fantasmagorie, on voit des petits êtres qui flottent, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc, ça va favoriser en fait son intérêt pour la nature. Encore une fois, il s'intéresse à Darwin, il veut comprendre le sens de la vie sur Terre, le lien entre le minéral, le végétal, l'animal et l'homme, bien sûr, et il cherche à comprendre le sens de la vie sur Terre. Redon va passer ensuite à la couleur. Vous connaissez ces magnifiques pastels, où il aura un talent inouï pour créer les harmonies. Donc, dans ces sujets mythologie, religion, beaucoup de sujets sont présents dans sa création. Donc, les bleus sont magnifiques. Hein, donc, il dit qu'il va épouser la couleur. Il représentera souvent des personnages vus de profil, comme c'est le cas ici. Alors, je ne sais pas si je me mets bien par rapport au micro. Est-ce que ça va, le son? Oui. Donc, voilà, il va créer tout un univers avec des personnages qui sont souvent vus de profil. Au Musée Beaux-Arts, on a plusieurs œuvres avec des personnages dans des arcatures aussi. Le chevalier mystique, enfin, il y en a beaucoup d'autres. Voilà. La mythologie va être très, très importante aussi dans sa création. Il fait des voyages, alors en Bretagne, d'où sortent des œuvres à la limite de l'art abstrait, parfois. Donc ça, c'est une œuvre qui est au Musée des Beaux-Arts. Et puis, son grand thème donc, sera la mythologie et surtout l'étude des chevaux. Alors, vous avez beaucoup d'œuvres, bien sûr, d'Odilon Redon sur le thème de Pégase ou d'Apollon, avec son quadrige. Des œuvres qui sont conservées dans différents musées. Il y a une superbe au Petit Palais. Donc, le cheval va vraiment être un grand sujet chez lui. Il avait été en admiration devant l'œuvre de Delacroix sur le thème d'Apollon au Louvre, avec le plafond. Et il disait, c'est le triomphe de la lumière sur les ténèbres. Et lui, à son tour, va donc faire un magnifique pastel qui est conservé au Musée des Beaux-Arts et qu'on présente en alternance avec un très beau Saint-Sébastien. Donc voici dans la thématique qui lui plaît énormément des exemples de ses œuvres, où on voit les différentes variations avec les couleurs et toujours ce talent pour mettre en scène ses compositions. Oui, c'est un sujet qu'il multiplie, avec des dessins, des études, des pastels, des peintures. Toujours la mythologie. Hein. Bon, j'ai mis plusieurs exemples là, d'œuvres très célèbres. Alors, la religion est très présente aussi dans l'œuvre d'Odilon Redon. Il a représenté beaucoup de personnages, et souvent le Christ, hein, qu'il appelait son frère. Donc c'est un des grands thèmes, et d'ailleurs la dernière œuvre, on va la voir, c'est une œuvre religieuse. Donc il a énormément représenté le Christ. Au musée, on a ce dessin d'Odilon Redon, une étude. Et la dernière œuvre d'Odilon Redon, La Vierge, qui était l'œuvre qui était sur son chevalet avant sa mort, puisqu'il meurt en 1916 en voulant prendre des nouvelles de son deuxième fils, Harry, qui était au combat. Il sort le soir, il prend froid et il ne s'en remettra pas. Alors, il avait eu un premier fils, Jean, qui était mort à moins d'un an. Donc, Odilon Redon avait été très marqué par la disparition de ce premier enfant. Au Musée des Beaux-Arts, on a le magnifique Saint-Sébastien. Alors, en photo, il ne donne pas bien, il vaut mieux le voir en vrai. Il est en ce moment dans les salles du musée, n'hésitez pas à venir le voir. Donc, voilà les thèmes. Alors, Odilon Redon a travaillé aussi dans le domaine du décor. Peut-être moins connu, son intervention pour du mobilier, c'est conservé à la Manufacture des Gobelins. On retrouve un thème favori de l'artiste, les fleurs. Donc, je vous fais défiler, vous voyez les images sur ses créations. Les paravents. Il intervient dans plusieurs lieux très connus, comme le château de Domessin. Nous avions exposé à la Galerie des Beaux-Arts il y a quelques années ce magnifique panneau, qui était donc un des panneaux décoratifs pour ce fameux domaine. On voit tout le talent de Redon, vous voyez, pour travailler dans la monochromie et créer un univers poétique. En fait, Redon, je pourrais en parler pendant des heures, alors j'essaie d'aller vite, parce que si je fais comme ça pour tous les artistes, je ne vais pas avoir le temps. Abbaye de Fontfroide, où il intervient pour la famille Fayet. Donc Redon peut-être avez-vous visité ce fameux lieu où il y a l'œuvre très célèbre de Redon, que l'on voit ici. La nuit. Le jour.
Voilà, alors après, j'aurais pu mettre plus de 50 bouquets de fleurs dans mon PowerPoint, mais je les ai pas mis, mais parce que c'était pas possible avec tous les artistes que je vais vous présenter. Mais évidemment, c'est un des grands sujets aussi, les fleurs chez Redon, les bouquets. Si vous tapez sur Internet Redon bouquet de fleurs, vous allez voir toutes les images apparaître. Voilà, il avait un talent pour composer ces fameux bouquets dans ses tableaux. Et puis j'ai mis ici pour terminer sur cet artiste le portrait de sa femme Camille convalescente. Donc n'hésitez pas à venir au musée puisqu'on fait un accrochage régulier sur les œuvres d'Odilon Redon. Alors ensuite, l'artiste dont je voulais vous parler, puisque là on commence, vous voyez, avec le début du siècle, c'est Louis-Alexandre Cabiet. Alors là aussi, j'ai dû parfois faire un choix dans une génération d'artistes. Je ne pouvais pas toujours présenter tous les peintres. Ici, c'est Henri Arpigny, Cabiet, pardon, qui était l'élève d'Henri Arpigny et d'Hippolyte Pradel, donc des artistes qui s'étaient installés à Bordeaux, qui avaient ouvert des ateliers. Donc c'est le cas de Cabiet qui s'installe à Bordeaux vers 1873 et qui va travailler dans la région sur le motif. Ses grands sujets, ça va être les vues de Royan, les roches de Saint-Georges de Didonne, la Charente près de Cognac. Voilà, il va faire de très très nombreux paysages. Et à partir de 1892, il va passer beaucoup de temps en Dordogne. Il s'installe sur les berges de la Vézère et il va donc réaliser de très nombreux paysages. Donc, je vous montre des exemples de sa création. Alors, c'est un artiste qui envoie des œuvres au Salon des artistes français. Il expose tout au long de sa carrière. Il est vraiment spécialisé dans le paysage et c'est cette nouvelle approche du paysage naturaliste. Vous voyez, il n'y a pas de personnage, pas de mythologie, pas de religion, pas d'histoire. C'est la nature seule qui est le sujet de ses tableaux. Il a eu la Légion d'honneur et donc il était vraiment l'ami du peintre Arpigny dont on a plusieurs toiles à Bordeaux au musée. Alors ensuite, un autre artiste très connu et très apprécié des Bordelais, c'est Alfred Smith. Alfred Smith, il est né d'une mère galloise et d'un père, je dis l'inverse, d'une mère bordelaise et d'un père gallois, d'où son nom Smith, qui faisait qu'il était souvent présenté parmi les artistes étrangers au Salon de Bordeaux, et ça lui déplaisait parce que lui se considérait français. Et il a joui à Bordeaux d'une notoriété importante au début de la Troisième République. Il a beaucoup de succès au Salon bordelais, parisien. Il participe à de nombreuses expositions internationales à Venise. Donc il est salué par la critique qui est très enthousiaste par rapport à ses œuvres. Il exposait ses œuvres donc à Pau, Bordeaux, Paris. C'est un homme d'affaires qui va très très bien gérer sa carrière. En fait, il ne manquait pas de séduction, il était très social et comme vous le voyez là sur la toile dans le coin gauche, il avait l'habitude de dédicacer ses œuvres aux commanditaires. Ce qui fait qu'il avait toute une clientèle de collectionneurs qui étaient très fiers de posséder ces tableaux. Et quand on disait « il a un Smith », c'est que c'était un collectionneur qui avait réussi à acheter un tableau d'Alfred Smith, puisqu'il aura le record absolu de vente de tableaux au Salon de la Société des Amis des Arts à Bordeaux. Il est le peintre préféré des Bordelais parce qu'il représente les quartiers de Bordeaux que les gens aiment bien. Il a une très bonne observation des lieux, on reconnaît les monuments, comme ici le pont de pierre, où on voit les carriers qui coupent les pierres. Vous reconnaissez la flèche de l'église Saint-Michel et une citerne, vous voyez, qu'un autre artiste n'aurait pas représentée. Lui représente la modernité à Bordeaux. Les Bordelais au travail, ça lui vient de son amitié avec le peintre parisien Alfred Roll, qui avait fait un tableau La Grève des mineurs, et qui était allé dans les mines et qu'on appelait le Zola du pinceau. Donc à son contact, Alfred Smith va représenter les types populaires, donc il représente des bourgeois, des ouvriers. Et il est vraiment un peintre qui va représenter la vie bordelaise, avec un talent pour l'observation. Donc ses sujets de prédilection, c'est la ville, avec un dessin très précis et souvent une très belle palette. Il utilise le couteau, il va créer des flous, il représente la fumée. Vous voyez, ça c'est dans les sujets impressionnistes. Il a une technique impressionniste. Il utilise parfois un petit point pour recentrer le regard du spectateur, puisqu'il s'est formé auprès de Camille Corot et de nombreux artistes qui avaient des ateliers à Bordeaux. On connaît bien évidemment les Quais de Bordeaux en 1892, où il représente au premier plan un ramoneur qui rentre du travail avec son baluchon sous le bras. Vous apercevez un bourgeois derrière avec son chapeau de forme. Les colonnes rostrales édifiées par l'architecte Alexandre Poitevin, on voit la place de la Bourse. Vous apercevez aussi une grue à gauche et le fameux tramway à l'impériale tiré par des chevaux. Pour Smith, c'est le moyen de transport moderne à plusieurs étages. Et comme Smith veut
vraiment gagner sa vie. Il fait des différentes versions de ses tableaux dans des formats différents. Ici, vous voyez, on retrouve le petit ramoneur, mais il n'y a plus le fameux bourgeois qu'on voyait à gauche. Il l'a remplacé par un petit vendeur de journaux. Et vous voyez le tramway qui avait un sens interdit noir, là, dans la deuxième œuvre, vous voyez, il a changé, on voit un grand rond rouge. Voilà, il modifie quelque peu les œuvres, mais comme ça lui permet de revendre le tableau. Il fait des variations. Donc c'est pour ça que je vous disais que c'est un homme d'affaires. Alors il gère sa carrière, il peint bien, il est naturaliste dans ses sujets, mais impressionniste dans sa technique, donc il a un succès énorme. Et le petit ramoneur qu'on voit au premier plan, vous voyez, il se retrouve dans un autre tableau avec Bordeaux sous la neige. Donc il donne des vues inattendues de la ville, qui sont pas du tout dans une vision stéréotypée. Vous voyez, il n'hésite pas à faire des cadrages qui ne sont pas forcément les cadrages qu'on pourrait voir dans une vedutta, c'est-à-dire dans une carte postale d'une ville, où en général on représentait les monuments les plus célèbres. Lui, il n'hésite pas à représenter des vues inattendues de la ville. Il va aussi faire la même chose à Paris. Voilà, donc c'est vraiment le peintre de la vie moderne. Il exécute aussi de très nombreux tableaux impressionnistes, comme ici le Père Boireau dans la Lande brédoise. Il l'a représenté aussi sur une terrasse, en plein soleil, en train de prendre son petit déjeuner. Il fait beaucoup de vues aussi de sous-bois. Et puis, à la manière de Monet, il fait des séries de meules. Plus tard, dans la dernière partie de sa vie, il s'installe à Crozant et là, il va faire beaucoup de tableaux fauves. Sa palette va changer, il va utiliser des couleurs très joyeuses, très vives. Et par exemple, des roses, des violets, des jaunes, des oranges. C'est très différent de ce qu'il faisait au début. Donc la dernière partie de sa vie est vraiment marquée par le fauvisme. Alors un autre artiste dont je voulais vous parler, il s'agit de Félix Carme. Alors j'ai pas trouvé de portrait de ce peintre. Il doit y en avoir quelque part, mais bon, j'en ai pas trouvé. Il était le peintre préféré des dames, puisqu'on disait souvent que les femmes à Bordeaux artistes passaient dans l'atelier de Félix Carme, qui leur apprenait à peindre les fleurs. Donc il avait cette réputation d'être le maître des femmes artistes qu'on considérait, on va dire, moins bien que les hommes à l'époque pour leur talent, puisqu'on disait souvent qu'elles habitaient qu'au des rangs et qu'elles peignaient bien des bouquets. Vous voyez, il y avait un peu une image des femmes artistes qui étaient au 19e, en tout cas au début, très révélatrice de l'époque, et beaucoup de femmes artistes étaient passées dans l'atelier de ce peintre, Félix Carme, qui était né à Bordeaux en 1863, qui meurt en 1938. Alors lui, il était un peintre qui s'était formé à l'école des Beaux-Arts. Il fait de très très nombreux envois au salon. Donc tout au long de sa carrière, il expose des œuvres au Salon de la Société des Amis des Arts de Bordeaux, dont je vous ai parlé tout à l'heure avec Alfred Smith. Le salon se déroulait au jardin public, c'était un événement culturel pour la ville. Et il est reconnu, lui, surtout pour ses scènes d'intérieur avec et ses natures mortes. On l'appelait le peintre du silence. On remarquait souvent la délicatesse de son travail. Il avait l'admiration de ses contemporains. On parlait de l'influence de la peinture hollandaise. Voilà, donc c'est vraiment un artiste en vogue dans Bordeaux, dans l'entre-deux-guerres. Et ces toiles, donc souvent exposées, vous voyez, avaient beaucoup de succès. Alors, il représente aussi la capitale. Il est connu pour les intérieurs meublés dans le goût du grand siècle, mais aussi pour ses bouquets de fleurs. Je vous en fais défiler plusieurs. Je vais pas trop vite avec les images, vous avez le temps quand même de regarder un peu. Parce que j'ai beaucoup d'images, j'en ai 600, c'est pour ça. C'était difficile parce que je pensais faire un peu plus long, et ça va aller, vous me dites si je vais trop vite. Vous avez le temps d'apprécier. Bon, après, évidemment, vous pouvez retourner dans les livres ou sur Internet pour voir un tableau qui vous a plu. Ou carrément dans un musée. Donc voici les bouquets de Félix Carme. Je ne sais pas si vous connaissiez cet artiste. Donc, il y a eu un grand succès. Vous verrez souvent, quand je vais vous parler des peintres suivants, on dira souvent il s'est formé chez Félix Carme. Donc, il était un grand professeur et très connu pour ses fleurs ou ses intérieurs, comme vous venez de le voir. Donc, au musée, en ce moment, il y a une œuvre de lui qui est présentée sur un intérieur. Ensuite, Paul Quinsac. Paul Quinsac, il est né à Bordeaux en 1858 et il meurt dans la ville aussi en 1829. Alors lui, il a été l'élève à l'école de dessin de Bordeaux. Il va intégrer l'école des Beaux-Arts. À Paris, il a suivi l'enseignement de Jean-Léon Gérôme, peintre académique, pompier. Donc il apprend le beau métier classique. Cet artiste va échouer 2 fois au prix de Rome.
mais il va toujours exposer à Paris, au Salon des artistes français. Il participe à Bordeaux au Salon de la Société des Amis des Arts. Et il va s'impliquer dans l'atelier. Il a une très grande reconnaissance pour son travail. Il va assurer de 1919 à 1928 la direction de l'École des Beaux-Arts de Bordeaux. Il était très apprécié. Alors, par exemple, Roger Bissière, peintre très connu dans notre ville, on lui a rendu hommage avec plusieurs expositions, disait que c'était un professeur très gentil, mais qui n'apprenait rien. Bon, voilà. Alors, c'est souvent le cas des peintres un peu académiques. Souvent, les élèves manquent de reconnaissance par rapport à tout ce qu'ils ont appris dans l'atelier. Alors, Paul Quinsac, vous allez voir, il a un style. Hein. Si vous ne connaissiez pas, vous allez tout de suite reconnaître son style. Donc, il a travaillé pour le banquier Pigano. À Bordeaux, il avait été décorateur. Il a justement décoré l'appartement de Pigano, son hôtel qui se trouvait à l'époque rue de l'Esprit des Lois, et le château Bourran, que vous connaissez sûrement. Donc, il va faire des allégories. C'est un genre dans lequel il excelle. Par exemple, l'allégorie de l'été. Alors oui, c'est particulier comme style avec les couleurs. Ça rappelle bien sûr Jean-Léon Gérôme, Bouguereau, tous ces peintres pompiers de la génération d'avant. Voilà, par exemple, l'allégorie de la musique. Donc le grand sujet de Paul Quinsac, c'est les nus féminins, hein, comme vous l'avez compris. Alors, à Bordeaux, au musée, nous avons justement cette fameuse fontaine de Jouvence. Donc, les nus, ils sont souvent représentés sur des draperies froissées. Vous avez dû le voir un peu, il y a beaucoup de drapés. Mais il adore la végétation. Hein. Par exemple, vous voyez ici, c'est une œuvre qui est au musée des Beaux-Arts, mais qui est en ce moment dans les réserves. Donc, il y aura beaucoup de fleurs dans ces œuvres, beaucoup de nature. Et on disait que souvent, donc, ces œuvres rivalisaient avec des œuvres très exotiques. Voilà. Il représente souvent des femmes qui ressemblent à des femmes du cabaret parisien. Il y a une influence des estampes japonaises dans son travail. Voilà. Mais vous voyez, c'est toujours ce style avec des couleurs très pâles et des jeunes femmes nues dans la nature. Il a fait beaucoup de portraits. Donc, on l'appelait le portraitiste des élégances. Et il triomphe dans les portraits féminins. Par exemple, ici, la pulpeuse Madame Rigaud, ça c'est une œuvre qui est au musée des Beaux-Arts, qui arbore un corsage avec une superbe chute d'orchidées. Vous avez aussi Jean Rigaud, il sera bientôt présenté dans une exposition au musée. Madame Guestier, qui pose avec distinction. Bon, je n'ai pas trouvé le tableau en couleur. Ici, Beauté en violette. Et cette œuvre très connue qui a souvent été présentée au musée, la jeune fille au chapeau de paille, pardon, où on voit le mouvement de la tête, vous voyez, qui offre au regard la perfection d'un profil qui est à peine ombragé de mèches folles. On voit la fraîcheur de la carnation qui va autoriser donc les transparences du corsage, une très belle palette claire qui joue avec les blancs irisés par les rubans, et l'écharpe. On voit la blondeur de la chevelure, du chapeau. Vous voyez une grande finesse du modelé du visage, des épaules, donc qui nous rappelle la virtuosité de ce grand peintre de portrait. Dans ses œuvres, rien n'était figé. En fait, il n'est pas dans des recettes dogmatiques. Hein. C'est un peintre qui va avoir son style et qui va séduire pour les grâces de la mondanité. Voilà, donc c'est le peintre, vous voyez, des belles femmes à Bordeaux. Alors ensuite, une femme artiste, Clémentine Hélène Dufaux, elle est née en 1869, elle meurt en 1937. Elle naît dans une famille aisée, elle va travailler, elle est née à Quinsac près de Bordeaux, elle va suivre des cours dans l'atelier de William Bouguereau, donc peintre académique, et de Robert Fleury, à l'Académie Julian. Elle va exposer pour la première fois au Salon des artistes français en 1889 et elle est récompensée en 1895 par un prix, le prix Barkitsteff, qui salue les jeunes talents. Et donc elle obtient en 1897 une médaille de 3e classe au Salon. Et l'État français va donc lui acheter le tableau que vous voyez à l'écran, donc Fils de marinier. Elle va être aussi connue pour une affiche La Fronde, pour un quotidien féministe. C'est Marguerite Durand qui lui avait commandé cette œuvre. Elle obtient une bourse de voyage, donc elle va visiter l'Espagne, la Belgique, les Pays-Bas.
Et donc c'est une artiste qui participe au Salon d'automne et qui, dans le début de sa carrière, utilise une double facture, c'est-à-dire qu'elle crée des nus féminins, avec souvent, pour le nu, la tradition classique, académique, alors que le fond est souvent traité avec une manière impressionniste. Donc on lui reprochait parfois au salon cette double facture. Donc vous voyez le genre de représentation, beaucoup de nus, de portraits. Vous connaissez? Non, parce que j'entends un petit cri. Elle va décorer la villa Arnaga d'Edmond Rostand, que l'on voit ici. Elle fait donc des décors. Peut-être avez-vous visité cette villa. Donc elle crée des œuvres très connues. Elle était amoureuse du fils d'Edmond Rostand, Maurice Rostand, dont elle va faire plusieurs tableaux. Histoire d'amour impossible, puisque lui aimait les hommes. Et récemment, 2 tableaux ont été achetés pour Cambo-les-Bains, pour compléter, bien sûr, le décor de la villa. Donc, vous voyez, les 2 œuvres sont à l'écran. Alors, elle a fait beaucoup d'affiches. Et elle est connue aussi en tant qu'artiste pour avoir eu la Légion d'honneur, mais aussi pour avoir décoré la Sorbonne avec des panneaux sur l'astronomie, les mathématiques, la radioactivité et le magnétisme. Voilà, donc elle est une femme qui s'est imposée, parce que faire des décors à la Sorbonne à l'époque, c'est quand même assez exceptionnel. Elle a aussi écrit un ouvrage qui s'appelle Les 3 couleurs de la lumière, que vous pouvez télécharger sur le site de la BNF. Mais là, accrochez-vous, parce que c'est un peu ésotérique, un peu difficile à lire. C'est accompagné de dessins cosmiques, et on ne comprend pas toujours. C'est perché, on va dire. Voilà, mais c'est Clémentine Hélène Dufaux. Alors ensuite, Georges d'Aurignac. Alors lui, il a passé son enfance à Portet. Il s'est formé à l'école municipale de dessin. Il va partir ensuite à la capitale, mais il a vraiment eu un lien très très fort au départ à Bordeaux. Il a exposé au Salon des Indépendants à partir de 1901. Il s'est inscrit à la Ruche et fréquente la Bohème de Montparnasse. Mais après la guerre, il va s'orienter vers les arts décoratifs. Et il va recevoir de l'État des commandes de cartons, de tapisseries, de mosaïques, de vitraux. Alors là, je vous rappelle qu'il avait été exposé en 2017 à la Galerie des Beaux-Arts. Et justement, on présentait plusieurs œuvres décoratives, des tapisseries. Alors là, j'en ai mis que quelques-unes parce qu'il y en avait beaucoup plus dans l'exposition. Alors d'Aurignac était très exigeant, il peignait lentement. Donc tout ça, c'était exposé, c'est sur plusieurs mètres à la Galerie des Beaux-Arts. Peut-être avez-vous vu cette exposition. Il était soucieux de perfection et il va faire des dessins assez étonnants qui sont très célèbres. Hein. Il dessine en force, il travaille le fusain, la sanguine comme un sculpteur. Voilà, il aime bien rendre le volume expressif. Donc ses dessins sont très connus, qu'il s'agisse de nus, de danseuses, de paysannes, de maternité. Alors souvent c'est sa femme qu'il prenait pour modèle, mais qu'il n'avantageait pas dans ses dessins, puisque souvent il la grossissait. On a un très beau tableau que je vais vous montrer ensuite, qui est au musée. Donc ces portraits, il faut les voir, ils sont très très grands. Là on les voit à l'écran, mais il faut imaginer des œuvres de grande dimension où il y a tout un travail technique de dessin. C'est assez incroyable puisqu'il travaille comme un sculpteur. Il a souvent traité aussi le thème du travail des femmes. Vous voyez, à la sanguine, où il sait saisir les attitudes. Vous voyez, c'est vraiment une très belle approche. On a beaucoup d'œuvres au musée des Beaux-Arts et on a aussi ce tableau qui est présenté en ce moment dans les salles du musée, où on retrouve son épouse. Il a aussi créé des affiches, comme vous le voyez ici. Alors ensuite, un autre peintre, Émile Brunet, lui, il a été élève à l'École des Beaux-Arts de Bordeaux. Il obtient le prix des examens en loge. Il part à Paris. Il va rentrer dans l'atelier de Gustave Moreau. Il expose au Salon des artistes français. En 1912, la municipalité ouvre un concours pour la réfection du plafond du Grand Théâtre de Bordeaux. Le jury va attribuer le premier prix à Émile Brunet. Donc là, je vous montre des dessins de jeunesse de l'artiste. Mais par suite de diverses circonstances, en fait, son œuvre va être déplacée au Théâtre Français. Il sera très déçu
Voilà, donc sa carrière est très très importante. Là, j'ai dû faire des choix aussi pour vous montrer ses œuvres. Ici, on voit Paul Berthelot, et on se rappelle qu'il est intervenu à l'hôtel Frugès où il a réalisé des panneaux allégoriques. Peut-être avez-vous visité l'hôtel Frugès, ils visitent pendant les journées du patrimoine. Donc dans la grande chambre, les songes à la tête de lit et le lever du jour au-dessus de la commode. Donc il était l'ami de Georges Rouault, Matisse, Albert Marquet. Donc voilà des détails de ses œuvres. Il y a eu un ouvrage publié par le Festin sur Brunet. Il est intervenu à rue Sablonnat à l'église Sainte-Geneviève, où il a fait les décors. Après, ça peut vous donner des envies d'aller visiter. Voilà les détails. Bon, je passe assez vite, mais ça vous donne l'idée de l'ensemble de sa création dans l'église Sainte-Geneviève. Alors, un autre artiste connu des Bordelais, c'est Sem. Son vrai nom, c'est Marie-Joseph Georges Goursat. Il est le fils d'André Goursat, un négociant, et de Claire-Marie-Philippine Saint-Martin. Toute sa vie, cet artiste a donné des réponses graphiques à des situations de communication diverses. Il va être très connu dans le domaine de la publicité et ses albums qui font sa marque de fabrique. Donc, il fait beaucoup de caricatures, beaucoup de dessins. Il a une très grande maîtrise. Il fait des portraits à charge. Il partage sa vie donc entre Bordeaux, Paris. Il a fait beaucoup de dessins pendant la guerre. On a un grand fonds au Musée des Beaux-Arts de ses dessins de guerre. Donc il est autodidacte, hein. Son succès va être par le fait qu'il intervient en fait dans la presse locale. Et il y aura un engouement pour ses albums bordelais qui vont lui donner la légitimité pour poursuivre son chemin. Donc c'est vraiment un artiste qui est très connu. Il y a souvent des œuvres en vente dans les salles des ventes de SEM. Un autre peintre, Taubine, son vrai nom c'est Félix Élie Bonnet. Il est né à Bordeaux en 1880. Sa carrière se déroule au voisinage des maîtres célèbres qu'il va côtoyer. Il avait une personnalité très particulière. Il était vraiment un peintre qui va s'intéresser à une technique comme l'orphisme dans le bassin dans le parc, où il fait référence à Guillaume Apollinaire, et où il va travailler avec un jeu de touches qui se superposent, et vous voyez des arcs de cercle. Bien sûr, il est intéressé par le cubisme au départ. Taubine, il y avait une exposition à la Galerie des Beaux-Arts, peut-être l'avez-vous vu, mais ça remonte, 2012, où on avait rendu hommage à ce grand peintre bordelais. Il disait, alors ça il l'avait dit au conservateur du musée de Bordeaux, que la partie matérielle de sa vie, il la faisait passer après ses exigences spirituelles, qui étaient beaucoup plus prioritaires. Il s'était installé à Paris en 1910. Il avait présenté ses œuvres en 1912 à la Section d'Or avec André Lotte, le Bordelais dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc il utilisait le nombre d'or dans ses œuvres à une époque. Et en 1913, il participe à l'Armory Show à New York. Apollinaire le remarque au Salon des Indépendants de 1918. Donc vous voyez, là on voit l'influence du cubisme au départ dans sa production. Mais ensuite, voilà, il va faire sa carrière indépendante. Il aura des amateurs comme Théodore Duret, Gabriel Friso et les fameux collectionneurs Kröller-Müller qui vont réunir dans leur musée un ensemble unique de ses œuvres. Alors Taubine est connu pour ses paysages du Pays Basque. Il va très vite revenir à la figuration. Il représente les montagnes, les pelotaries du Pays Basque, les scènes rurales, les ports et la célèbre nageuse. Cette œuvre est très connue pour le mouvement. Et vous voyez bien sûr l'influence du cubisme avec cette répétition de la courbe dans l'œuvre. Voilà, donc on reconnaît assez rapidement les œuvres de Taubine. Le Musée des Beaux-Arts a acquis récemment une œuvre de l'artiste, alors qui est quand même très présente dans notre collection. Et autour des années 20, il va peindre des natures mortes, et celle-ci, par exemple, elle est présente en ce moment dans les salles du musée. Donc il fait des natures mortes et d'étranges bouquets de fleurs que vous allez voir ensuite.
étranges parce qu'ils sont denses, ils sont pétrifiés, ils brillent d'une lumière intérieure. Il disait lui-même que c'était une radiante du sujet. Voilà, donc ces bouquets de fleurs, vous voyez, on les reconnaît tout de suite, les bouquets de Taubine, parce qu'ils sont faits avec ces petites touches très particulières. Ça ressemble un peu à des bouquets de mortuaires, hein, aux fleurs qu'on pouvait voir sur les tombes en faïence. Donc ça, c'est Taubine. Voilà, après, il y a des œuvres assez différentes. Un autre peintre qui est présent en ce moment dans les salles du Musée des Beaux-Arts, c'est Charles Lacoste. Alors lui, il est né à Floirac le 3 mars 1870. Il était le fils d'un comptable bordelais et d'une mère créole. Il est passionné de peinture, il est autodidacte. Il va faire des voyages à Londres, il va étudier les œuvres de Constable, de William Turner. Et c'est de là, sans doute, que va lui venir sa prédilection pour les effets de lumière, l'atmosphère. Et pour lui, il a une conviction qu'un paysage peint doit pouvoir exprimer une idée ou un sentiment. Il a une amitié très connue avec Francis James, le poète. Donc, ils sont restés amis toute leur vie. Il l'avait rencontré au lycée. Il était aussi ami du collectionneur Gabriel Friso, qui possédait le célèbre tableau de Gauguin, D'où venons-nous, où sommes-nous, où allons-nous. Friso va soutenir Odilon Redon, va soutenir Lotte et Charles Lacoste. C'est-à-dire, quand je parle de soutien, c'est un soutien à la fois moral et de l'argent. Il va souvent les présenter à des collectionneurs. Alors Lacoste, on reconnaît assez facilement ses tables. Il y a souvent un procédé de simplification, une sorte de naïveté qui est voulue, une tendance idéaliste. Il trouve des sujets d'émerveillement, de rêverie dans des atmosphères brumeuses, hivernales. Voilà, il a un style, il a une vision de la nature. On parlait d'une mélancolique brumeuse dans ses œuvres. Voilà, donc il expose beaucoup de tableaux au salon, mais c'est toujours le même style, vous voyez, avec la même palette. Alors il disait, je me reconnais de la famille des paysagistes français, grands et petits, qui règnent depuis 300 ou 400 ans, par leur sentiment de la poésie, de la lumière, leur goût de l'ordre, de la mesure, de la finesse et de la justesse, du calme. Cela tient à notre pays. Alors ensuite, un autre peintre, Jean Dupas, il y aura une exposition qui sera consacrée d'ailleurs plus tard à Jean Dupas au musée. Il est né en 1882 à Bordeaux, il meurt à Paris en 1964. Il a fait l'école des beaux-arts avec les peintres décorateurs Artus et Loriol. Vous le voyez ici. À Bordeaux, il avait suivi les cours de Paul Quinsac. Donc à Paris, c'est les cours de Gabriel Ferrier qu'il va suivre. Il obtient le Grand Prix de Rome pour une œuvre Eros vainqueur du dieu Pan qui avait été présentée à la galerie lors de l'exposition Bordeaux-Italie. Lors de son séjour à la Villa Médicis, il retrouve le sculpteur Janniot et des amis bordelais comme Despujol, qui est un peintre aussi que j'aurais bien aimé vous en parler, mais il y a trop d'artistes, Roger Bissière. Il est mobilisé en 1914, Jean Dupas, et il va être libéré en 1919, année où il va présenter une dizaine d'œuvres à Bordeaux pour une exposition au profit des blessés de guerre, l'Archer en 1917. Ça fait partie d'un lot d'œuvres qu'on peut qualifier d'œuvres sur le thème arcadien, puisqu'il représente la paix avec des colombes, souvent une palette qu'on reconnaît. Donc l'artiste met en scène dans un cadre italianisant souvent des personnages tirés des glogues antiques, dans des situations qu'il reprendra dans des œuvres de grande dimension. Voilà, c'est toute la période d'après-guerre. Alors j'ai sélectionné parce qu'il y en a énormément, je ne vous ai pas tout montré là. La grande distinction de ces figures, leur plastique élancé, va s'inscrire dans des projets décoratifs, et notamment en 1925, où il va exécuter 2 commandes, et notamment le fameux Les Perruches, que vous voyez ici. Il travaille avec le collectionneur du groupe Ruhlmann. Donc, qui était donc, dans l'art déco. Donc voilà, c'est dans ce cadre-là que Jean Dupas va faire des décorations.
Et il va décorer donc la vigne et le vin pour le pavillon des vins à Bordeaux, où il va scander sa composition d'une suite d'allégories puissantes dans un camailleux de gris rehaussé de lits de vin. Et dans le même esprit, donc il va répondre à des commandes de décoration à Paris, à Bucarest, et surtout pour les paquebots, Île-de-France, Normandie, les géants des mers, pour lesquels il va créer des grandes compositions qui sont peintes sous verre sur le thème des dieux de la mer, conçues selon l'artiste avec le désir de faire abondant, pompeux, en harmonie avec le luxe des paquebots. Donc ce sont des grands décors. Donc Jean Dupas, il y aura une exposition qui va lui rendre hommage. Et on peut rappeler l'importance de Robert Coustet qui a acheté beaucoup d'œuvres pour les donner au musée, puisque c'est un peintre bordelais, donc il n'y avait pas beaucoup d'œuvres. Et grâce à Robert Coustet, le musée des Beaux-Arts possède des œuvres de Dupas. Donc là, je vous montre les fameux décors des paquebots. La gloire de Bordeaux. Bon, là, c'est une petite photo qui s'est trouvée, mais qui ne devrait pas être là. Mais bon, comme j'ai parlé de Roger Bissière tout à l'heure, comme ça, on le voit. Maurice Rogano, ensuite, Colette Lestage avait écrit beaucoup sur lui. Elle disait que c'était le dernier peintre classique de Bordeaux. Donc, il est un artiste un peu mythique dans la mesure où son nom est resté attaché au projet du Grand Théâtre de Bordeaux pour le plafond de la salle de théâtre. Donc, il a souvent été admiré par les Bordelais. Il était un excellent musicien. Il a eu le Grand Prix de Rome en 1906. Féru de culture classique, il est fidèle à l'enseignement de ses maîtres à l'École des Beaux-Arts. Il a été l'élève de Paul Quinsal, Gabriel Ferrier, Jean-Paul Gérôme à Paris. Et il a adoré les œuvres dingues. Alors oui, il y a quelques œuvres dans sa carrière qui se distinguent, mais comme celle du Pays Basque. Mais l'ensemble de sa production, ce sont de très beaux portraits. Bon, il était directeur de l'École des Beaux-Arts de Bordeaux, membre de l'Académie nationale des sciences, belles-lettres et arts, membre correspondant de l'Institut de France, décoré la Légion d'honneur. Donc c'est vraiment un artiste bordelais qui a une carrière incroyable. En ce moment, vous pouvez admirer ce portrait au musée, donc il va représenter les célébrités. Il habitait, quand il était jeune, dans le quartier de la Victoire, rue Tiffonnet, avec ses parents. Voilà, donc c'est le grand portraitiste. Il est connu également pour ses décors, comme l'allégorie du vin. Et la fameuse forêt landaise. Pour la bourse aussi, la vigne, Bordeaux et la vigne. Donc c'est un artiste bien sûr très très connu pour ses chefs-d'œuvre lorsqu'il participe avec toute la bande à Dupas, comme on les appelait, pour décorer donc la fameuse bourse du travail, chef-d'œuvre de l'architecte Jacques Douels, monument très symbolique de la municipalité de Bordeaux sous le maire Adrien Marquet. Donc vous avez ici l'image. Bien sûr, il faut aller visiter sur place, c'est encore mieux. Ensuite, un autre peintre très connu à Bordeaux, André Lotte. André Lotte a commencé par la sculpture, il travaillait le bois. Il est peintre autodidacte. Son grand sujet, c'est le port de Bordeaux, mais très vite, il va se diriger vers le cubisme en 1912. André Lotte va travailler beaucoup sur le motif du port de Bordeaux. Il s'intéresse au rythme, aux compositions. Il disait qu'il avait eu le sens du rythme très très vite. Ça lui vient du travail dans le bois, où il était habitué à transposer des végétaux dans la matière. Il aime composer ses œuvres. Et très vite, on verra des grilles, qui sont une des caractéristiques des cubistes dans son travail. Et toute sa vie, vous voyez, le port de Bordeaux sera un de ses thèmes préférés. Au départ, il s'inspire des œuvres de Cézanne, de Gauguin. Donc il cherche son style. Il va produire beaucoup d'œuvres dans sa jeunesse qui représenteront son ami Alain Fournier, l'écrivain du Grand Maune. Et notamment la partie de plaisir où on voit l'influence de Matisse. Mais il sera très affecté par la mort de ce dernier. Et il dira qu'il aura des difficultés à regarder les œuvres de jeunesse puisqu'il y voyait souvent les traits de son ami qui posait pour lui. André Lotte avait représenté la Bacchante en 1910 en modelé, donc thème de la mythologie qui permet de représenter un nu féminin.
Et petit à petit, en 1912, il se dit définitivement perdu par le cubisme. Ça, c'est ce que disaient ses amis de lui, puisqu'il va transposer le corps, vous voyez, avec la géométrie. Il explique que dans ce tableau, le corps de la jeune femme doit occuper le maximum d'espace, se prolonger sur la toile, et que les objets autour doivent obéir aux impulsions données par le corps. C'est tout un jeu de rimes plastiques qui se met en place, puisque Lotte est devenu un peintre cubiste, au départ cubisme cézannien, pour devenir le chef de file du cubisme synthétique. Et il sera ensuite un maître du cubisme sensible. Il utilise le nombre d'or dans ses tableaux, 1,618. Il participe à Paris en 1912 à la section d'or, une exposition où tous les peintres utilisaient le nombre d'or. Et en 1912, c'est vraiment la date à laquelle André Lotte choisit d'être un artiste cubiste. Pour lui, il n'y a pas d'autre solution. Il pense que Cézanne avait raison, que dans la nature, partout, il y a la sphère, le cône, le cylindre, et qu'il faut donc transposer le monde avec la géométrie. Il expliquera d'ailleurs souvent sa démarche, comment il compose un tableau avec le nombre d'or et la géométrie. Alors on lui reprochait, et ça c'est souvent Guillaume Apollinaire qui disait de lui qu'il n'était qu'un peintre anecdotique et imagier, on lui reprochait de représenter des anecdotes dans ses tableaux, mais Lotte va rester fidèle à son style et il se défendra, malgré les attaques régulières, puisqu'il dira que justement, lui, avec le cubisme, il peut représenter des sentiments différents, comme Bordeaux en temps de guerre ou Bordeaux en temps de paix. Voilà, parce qu'on reprochait souvent aux cubistes le côté figé de leurs œuvres et le fait que ça n'exprime pas beaucoup les sentiments. Alors André Lotte va beaucoup s'intéresser au thème des baigneuses et on retrouvera par exemple, vous voyez, les bandes de couleurs qui traversent les corps des femmes, comme c'était le cas dans les tableaux sur le port de Bordeaux. Donc c'est un artiste qui toute sa vie va être un théoricien. Alors lisez André Lotte, évidemment, il y a beaucoup d'écrits de ce grand professeur et conférencier au Musée des Beaux-Arts. Donc nous avons les baigneuses, composées avec le nombre d'or. Le portrait de Mademoiselle Hering, alors là vous voyez la date 1920. André Lotte, après la Première Guerre mondiale, va arrêter le cubisme, tout comme Picasso. Il va faire ce qu'on appelle le retour au classicisme. Il a une période ingresque, après les événements douloureux de la guerre. Parce que là, vous voyez Marguerite en 1923, et vous la voyez en 1912, décomposée par la géométrie. Donc beaucoup d'artistes comme Roger Bissière, André Lotte, Picasso vont arrêter le cubisme en réaction aux événements de la guerre, puisqu'ils ont perdu souvent des amis au front. Vous voyez l'autoportrait d'André Lotte. Il faut que j'active. André Lotte a été un grand professeur. Il fonde une académie à Paris, rue Odessa, où il a beaucoup d'élèves, 80 élèves par an. Aurélie Nemours, Cartier-Bresson, Serge Gainsbourg, Lampica, Laure Garcin, etc. Raphaël Delorme, autre peintre bordelais. Alors lui, il est né à Codéran en 1886. Les femmes vont être vraiment son sujet de prédilection. Il s'est formé à l'école des Beaux-Arts de Bordeaux. Et il va avoir un style très particulier qu'on reconnaît tout de suite, c'est-à-dire qu'il représente des nus féminins. Il était admirateur d'Ingres et il va reprendre au maître ses beautés, une sensualité géométrique et souvent dans des décors d'architecture. Donc je vous montre, alors vous allez voir défiler de très nombreuses images de Raphaël Delorme. Donc ça donne une peinture qui parfois était jugée un peu froide, un dessin impeccable, une harmonie neutre, une sorte de baroquisme dans ses œuvres, que certains parfois ignorants disaient que était surréaliste, mais bon, il y a quelques aspects, mais dans l'ensemble, voilà, il a un style qu'on reconnaît tout de suite. Alors cette œuvre a été présentée au Musée des Beaux-Arts il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas si vous connaissiez ce peintre. Raphaël Delorme. Je pourrais vous dire beaucoup de choses sur sa vie, mais je ne me lance pas parce que sinon, après, je n'aurai pas le temps de vous montrer la suite. Donc, je fais défiler, vous voyez, comme vous voyez bien le style de l'artiste. Il a beaucoup créé. Et toujours le même sujet. Enfin, le nu féminin dans l'architecture.
Quand on a vu un tableau après, on reconnaît le style de Raphaël Lorme. Delorme, pardon. Bon, j'en ai mis beaucoup pour vous montrer l'importance de sa production. Autre artiste bordelais, alors il est né à Saintes, mais il a beaucoup travaillé à Bordeaux, c'est René Bouteau. Lui, il va suivre des cours à l'École des Beaux-Arts aussi, il est l'élève de Paul Quinsac. Il est mobilisé pendant la Première Guerre mondiale, il va s'intéresser à la technique de la céramique, donc il est très connu pour ses œuvres. Je vous fais défiler quelques exemples. Il a enseigné à l'École des Beaux-Arts de Bordeaux. Voilà. Autre peintre très connu à Bordeaux avec son épouse, c'est Georges de Sonneville et sa femme Yvonne Prévereau de Sonneville. Donc Georges, lui, il est né à la villa de Bagnan, à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Et il va passer donc sa vie à Bordeaux. Il épouse donc Yvonne, qu'il avait rencontrée dans l'atelier de Paul Antin. Ils vont partir à Paris, mais il y a la déclaration de guerre au mois d'août. Ils vont revenir à Bordeaux, où Georges est mobilisé. Ils vont s'installer rue du Couvent, où ils auront un atelier. Et de 1914 à 1916, Georges va servir à la préfecture de la Gironde, où il rencontre André Lotte, qui, comme lui, donc, était sur Bordeaux. Il va commencer un journal de peintre, où il couche ses pensées, ses observations d'artiste. Ce journal, qui s'appelle Les Cahiers Noirs, sera publié en 1994 par ses héritiers. Et Robert Coustet donc, a salué à cette occasion un document exceptionnel qui éclaire sur sa personnalité. Alors vous voyez, là on voit l'intérieur du musée des Beaux-Arts. Donc ces grands sujets, ça va être le port, le bal, la ville, les cirques, la vie quotidienne. Il fait beaucoup de portraits aussi. Là on voit sa maison. Il représente beaucoup Yvonne. Alors bien sûr, il faut voir aussi les œuvres d'Yvonne parce qu'il y aura beaucoup de points communs. Ils vont souvent représenter tous les deux la vie bordelaise et le thème du port et des quais, les prostituées. Voilà, ce sont des scènes de genre très colorées. Alors, Georges de Sonneville est décédé le 22 mars 1978. Il est enterré à la Grande Chartreuse à Bordeaux. Là, je vous fais défiler encore plusieurs images très célèbres de ces sujets. Il avait été présenté dans l'exposition Sur les quais à la Galerie des Beaux-Arts. Et on peut rapprocher, bien sûr, les œuvres de sa femme également. Alors, ces œuvres sont bien sûr très connues parce qu'il y a le musée installé à Gradignan que vous avez peut-être visité. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler de Mildred Bindal, qui est une figure importante de la scène artistique bordelaise à partir des années 30. Elle a joué un rôle central dans les relations entre sa ville natale, Bordeaux, et Paris. Donc, elle naît en 1891. Elle intègre l'école des Beaux-Arts. Elle suit les enseignements de Félix Carme, qu'on avait vu au début. Et elle a le respect d'Albert Marquet et de Matisse, qui vont devenir ses amis. Donc, elle va être l'image, en fait, elle, de la peinture bourgeoise locale, académique. Elle fait beaucoup de nature morte, des sujets animaliers. Mais elle a vraiment une amitié très forte avec Henri Matisse, qui va lui laisser une impression durable dans sa vie, dans sa carrière, puisqu'elle va être influencée par le peintre. Et elle va alterner entre le fauvisme et l'expressionnisme dans ses créations. Mais elle fait beaucoup de bouquets de fleurs. Et elle va apporter, si vous voulez, la modernité à Bordeaux, puisque beaucoup d'artistes vont découvrir Matisse grâce à elle. Donc, je vous fais défiler les nombreux bouquets qu'elle va souvent exposer à la Société des artistes indépendants bordelais, dont elle est membre jusqu'en 1955. Donc, vous voyez l'influence de Matisse dans son travail. Donc, c'est souvent très coloré avec des compositions bien réfléchies. On voit bien sûr l'influence de Matisse, mais elle a sa propre création. Alors, il y a beaucoup d'œuvres en vente parce qu'elle a beaucoup produit. Voilà, elle a fait des paysages aussi. Je peux repasser parce que je vois que vous faites des photos. Si je vais trop vite, je peux revenir en arrière. Parce que parfois, vous n'avez peut-être pas le temps de cadrer, non? Vous voulez que je revienne? Non. Après, je peux vous donner mon PowerPoint. Là, vous voyez. Alors, le thème de la fenêtre, hein, souvent traité par Matisse et Marquet. Et après la Seconde Guerre mondiale, vous voyez, elle se lance vers l'abstraction lyrique.
très différent. Alors ensuite, un autre peintre connu à Bordeaux, Jean-Maurice Gay. Il était chirurgien dentiste et il conçoit, lui, sa vie en tant que sa vie d'activité professionnelle, mais pour lui, l'art est vraiment très, très important. Sa pratique picturale va faire partie de sa vie. Donc, il partage sa vie entre la médecine et puis, enfin, le chirurgie dentaire et puis sa passion pour l'art. Donc, il produit des œuvres figuratives, mais il va basculer vers l'abstraction en 1939. Et il va s'imposer dans l'après-guerre comme le peintre premier abstrait bordelais. Il opte pour une abstraction géométrique, solution ascétique qui lui semble la plus pure, la plus en accord avec son esprit de synthèse. Celle-ci va se manifester à travers des figures simples, engendrées par la mathématique. Chaque toile est systématiquement précédée d'un dessin. On dit que c'est un peintre qui préparait bien ses couleurs, qui cherchait une table chromatique, une table d'harmonie chromatique. Et chaque tableau s'impose par une sûreté sans défaut, une perfection formelle, destinée à mener le spectateur dans un monde de sécurité, de paix profonde. Donc il disait qu'il y avait quand même une charge émotive dans ses œuvres. Donc lui, il est vraiment connu pour l'abstraction géométrique. Ensuite, une autre artiste, femme, Elisabeth Victoire Calgani. Elle est née à Dax, mais elle va passer sa vie à Bordeaux, enfin une partie. Sa vie va basculer à la mort de son mari en 1949. Un de ses amis va lui présenter Roger Bissière, avec qui elle va suivre des cours à l'école des Beaux-Arts, et elle va souvent se retirer. Elle va suivre Roger Bissière, chaque saison. Elle allait passer 2 à 3 mois dans la maison de Bissière, à Boissiérette. Il l'appelait Viquette et elle l'appelait Chonchon. Ils avaient leur petit surnom. Et avec sa rencontre avec Bissière, c'est une nouvelle vie qui commence pour elle, où l'acte de peindre devient vital. Elle dit « Je lui dois mon intelligence de la peinture et de l'art en général ». Donc elle va passer de la figuration à l'abstraction en 1952. Elle va adopter certains procédés de Bissière, l'encadrement qu'on voit autour des œuvres et souvent la grille. Et elle va chercher à magnifier la nature par le signe. La référence, c'est Paul Klee, être abstrait avec des souvenirs. Donc la toile devient le souvenir du vécu dans la nature. Comme Bissière, elle va faire des tapisseries. Donc vous voyez des exemples d'œuvres de cet artiste. Celle-ci est au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux. Voilà, portrait de Friso. Alors une autre artiste femme, Annie Fourtina, peintre d'origine bordelaise. Elle étudie à l'école des Beaux-Arts dans les années 30. Elle est la nièce de Félix Carme, le fameux peintre des femmes. Elle est réputée pour ses œuvres, on va le voir, d'abstraction. Elle a été aussi l'épouse de Chaval, le dessinateur. Bon, elle s'est suicidée, par contre, c'est le côté plus sombre de son histoire. Donc, vous voyez, c'est vraiment une femme qui représentait l'abstraction à Bordeaux. Autre peintre bordelais connu, Robert Charazac. Il est l'élève de Quinsac, qu'on a vu tout à l'heure, et de Charles Lacoste à l'École des Beaux-Arts. Il travaille beaucoup à l'encre de Chine. Donc, il fait beaucoup de dessins. Il expose à la Société des artistes français de 1934 à 1941. Il est membre de 1941 à 1970 de cette Société des Amis. Il réalise de nombreuses fresques. Bon, c'est un grand dessinateur. Beaucoup d'œuvres sont conservées à Mérignac. Donc, vous voyez, il fait beaucoup de dessins. Celui-ci est au Musée des Beaux-Arts, ça c'est au Musée des Beaux-Arts aussi. Donc il est entre le symbolisme et l'abstraction, la figuration. Voilà, Robert Charazac. Les natures mortes, vous voyez les sujets.
Voilà. Alors ensuite, il y a encore une femme artiste, Odette Boyer-Chantoiseau. Elle est née en 1907 dans une famille bourgeoise catholique. Elle pratique l'art, la peinture, la musique, la littérature. Elle étudie tout d'abord dans un petit atelier, puis à l'école des beaux-arts entre 1927 et 1931. Et elle va rencontrer son époux, qu'on voit ici à l'image. Donc elle est à gauche et lui est à droite, là, sur la photographie. Raymond Chantoiseau, lui, c'est un jeune industriel qui va bouleverser ses projets parce qu'au départ, elle voulait rester célibataire et se consacrer à la peinture. Mais en fait, je crois qu'ils auront 4 enfants. Elle va fonder une famille, mais elle va se consacrer à l'art puisque son mari lui permet de se consacrer totalement à la peinture. Elle a rencontré Roger Bissière, qui a eu une influence aussi considérable sur son travail. Donc, vous voyez, ses compositions rappellent celles de Bissière. Voilà, donc c'est toute la génération qui fréquente Roger Bissière à Boissiérette dans le Lot. Donc, vous voyez l'importance de la grille, des lignes. Donc, on retrouve toutes les caractéristiques des œuvres de Roger Bissière. Alors, n'hésitez pas à regarder sur Internet, il y a un film qui a été tourné chez elle. Il y a plein de documents sur Internet sur Odette Boyer-Chantoiseau. Je ne sais pas si vous connaissiez ses œuvres. Non, un petit peu pas tous. Voilà, donc ça, bien sûr, tout ça, ça fait penser aux œuvres de Roger Bissière, qui va devenir le chef de file de la non-figuration en France, puisque lui, il part de la grille cubiste pour aller vers un filet mouvant où les taches de couleur sont accrochées. Voilà, il sera le représentant en France de la non-figuration et il y a beaucoup d'artistes qui vont suivre sa voie. Donc, dans la non-figuration, le support devient la mémoire du vécu dans la nature. Et souvent, vous voyez, il y a des titres qui font référence à des moments passés dans la nature et la toile en devient la mémoire. Alors ensuite, je voulais vous parler de Marcel Pistre. Alors lui, il était aussi un scientifique, il travaillait dans un laboratoire pharmaceutique réputé de Bordeaux. Et il va se consacrer aussi à la peinture. Hein. C'est un peu comme Jean-Maurice Gay qu'on nous avions vu tout à l'heure. Donc il va aimer les formes géométriques pures. Il utilise, alors lui, il faut vraiment voir ses toiles en vrai parce qu'il y a tout un travail de surface où il fait des frottis, il travaille sur la transparence. Donc il y a tout un travail de matière qu'on ne peut pas voir à l'écran. C'est à partir des années 60 qu'il va se remettre radicalement en question. Il essaye de créer des œuvres plus subtiles, avec des lumières raffinées. Il va numéroter ses œuvres, hein, comme la plupart des artistes qui vont vers l'art abstrait. Et il utilise des couleurs glycérophlastiques qui offrent une meilleure densité au vernis. Quand il crée, il va utiliser des opérations, il procède à d'innombrables opérations de ponçage de sa toile, qu'il va enrichir de gaz, de journaux trempés dans la colle, qu'il va poncer. Donc, il va faire tout un travail de surface, vous voyez, où il essaie de recouvrir des transparences, il crée des éclats nouveaux. C'est un travail de matière. Voilà. Et souvent, il y a une tâche qui ressort qu'il appelle le pôle actif. Bon, alors évidemment, à l'écran, ça ne rend rien. Alors ensuite, je voulais vous parler de Claude Lagoutte. Il y avait une grande exposition qui lui avait été consacrée au musée. Célèbre artiste bordelais. Il y a un livre très célèbre écrit par Robert Coustet, je crois qu'il est épuisé maintenant, mais on peut le trouver à la bibliothèque, justement, où nous sommes. Il y a 2 livres aussi à lire. C'est les écrits de Claude Lagoutte. Claude Lagoutte, qui était le fils d'une couturière et qui, étant enfant, ramassait les morceaux de tissu laissés par sa mère sur le sol et qui va commencer à faire de la peinture pour lui. C'est un peintre autodidacte, mais qui très vite va penser que dans la vie des hommes et des femmes, il y a 2 choses essentielles, les pieds pour parcourir les terres, pour marcher, et les mains pour créer. Donc lui, il a l'idée de transposer les paysages dans le tissu. Il va beaucoup voyager, il va écrire un journal de voyage à chaque fois qui constitue un véritable accordéon.
Dans ses dessins, souvent, ça ressemble à des bandes dessinées, ce qu'il fait en voyage. Donc, il raconte ses rencontres avec les habitants. Il va faire des voyages en Inde. Il fait des 3000 kilomètres à pied avec son sac à dos. Un des manuscrits, d'ailleurs, a été réédité par Mola. Et de retour à Bordeaux, il s'enferme dans son garage. Alors ça, c'est pas son garage, hein, c'est la Galerie des Beaux-Arts, où on avait présenté une de ses œuvres, puisqu'elle fait 17 mètres de long. Parce que Roger Bissière va reconstituer ses voyages par la couture, avec sa machine à coudre. Il fait des carnets de route de sa vie, donc il transpose par la matière son voyage. Donc pour lui, le support devient la mémoire du vécu dans la nature. Donc il avait commencé par des collages au début avec des journaux. Et donc quand on est tout près, bien sûr, on voit les fils, puisque c'est tout cousu. Son motif de prédilection, c'est le triangle. Et les œuvres vont bien sûr avoir une palette différente suivant les pays ou les paysages qu'il traverse. Il va beaucoup écrire à ses amis, et ses amis donc recevaient, vous voyez, des lettres cousues, hein, voilà. Ou souvent il ajoute des mots puisqu'il met des petits passages de poésie où il raconte son voyage aussi, avec quelques mots qui viennent scander la surface. Il était pharmacien au départ à Santé-Naval, donc il a tout abandonné pour devenir artiste. Beaucoup de collectionneurs bordelais. Et la chambre de François Mitterrand, je crois, avait une fameuse œuvre de Claude de la Goutte au-dessus du lit. Donc c'est quelqu'un qui a consacré sa vie à l'art. Alors au Musée des Beaux-Arts, on a beaucoup d'œuvres, beaucoup de lettres qui sont conservées. Et on lui avait rendu hommage lors d'une grande exposition qui présentait l'ensemble de sa carrière. En fait, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais il faut que j'arrête. Ensuite, je voulais terminer avec Christian Gardère, que vous avez peut-être vu exposé à la Galerie du Troisième Œil, rue des Remparts. Lui, il a réalisé toute sa carrière d'artiste à Bordeaux. Sa famille s'est installée après la guerre. Il était l'élève de Maurice Sartoux au lycée Montaigne. Il a souvent présenté ses œuvres à la Galerie Fleuve. Là encore, un ouvrage à lire hein, sur Christian Gardère. Il était l'ami de Victoire Elisabeth Calgani, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il avait rencontré Roger Bissière. Il aménage un atelier à la Roque de Thau qui domine l'estuaire de la Gironde. Donc lui, il va être entre la grande tradition du paysage classique et l'abstraction des années de 1950. Là, vous le voyez jeune. Moi, j'ai eu la chance de visiter son atelier. Ça, c'est une photographie que j'ai prise de lui lorsque j'ai visité l'atelier de Christian Gardère. Donc, son travail est très impressionnant. Alors, n'hésitez pas aussi à regarder sur Internet, il y a eu un petit film qui a été fait sur lui. Il y a beaucoup d'écrivains qui se sont intéressés à son travail. Donc, il y a beaucoup de choses sur Internet sur l'artiste. Son grand thème, c'est l'estuaire, mais aussi la vigne. Donc, il va souvent, dans ses œuvres, reproduire, en fait, c'est la suite de Roger Bissière, hein, c'est la non-figuration. Ses œuvres sont le fruit de sa longue fréquentation et de son amoureuse contemplation de la nature. Il va parler de l'estuaire, de son rythme, propre fait des marées basses et des ressacs. Donc, vous voyez, il y a la vigne, l'eau. Mais ça aussi, ce sont des œuvres qu'il faut voir de près, parce qu'il y a tout un travail technique. Voilà, je vous montre quelques photographies. Gardère dit, il cite Cézanne, « Je vous dois la vérité et je vous la donnerai ». Voilà. Alors, il faut, bien sûr, découvrir le travail de Roger Bissière, Christian Gardère, si vous ne le connaissez pas. Bon, ça m'embête un peu parce que je sais que je dois terminer, donc c'est pour ça que j'abrège, mais je pourrais vous en parler beaucoup plus. Mais après, vous pouvez toujours, bien sûr, consulter les nombreux ouvrages qui sont à la bibliothèque sur Christian Gardère, ou aller voir ses œuvres lorsqu'elles sont exposées, puisqu'il expose beaucoup. Voilà, la peinture est le journal de ma vie, ça reprend aussi les propos de Roger Bissière qui lui-même disait que sa peinture, c'était sa vie. Claude Lagoutte disait que sa peinture, c'était le carnet de route de sa vie. Donc oui, alors le travail de Christian Gardère, c'est un travail obsessionnel, répétition de petits motifs, mais il faut voir les œuvres de près. Voilà. Parce que c'est un travail inouï. Il fait beaucoup d'œuvres sur papier aussi, souvent associées avec des textes. Associés à des textes, pardon.
Donc l'aquarelle, peinture à l'huile. Voilà, puis je termine, vous voyez, avec des photographies que j'avais prises de lui dans son atelier. Voilà. Bon, j'ai dû un peu accélérer, je suis désolée, parce que c'est vrai qu'en 1 h 15, parler des artistes bordelais, c'était un peu difficile. J'ai dû un peu résumer parfois, mais j'espère que ça vous aura donné envie, en tout cas, de peut-être découvrir certains si vous ne les connaissiez pas, ou de revenir au musée voir leurs œuvres. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné l'idée un peu de toute cette production des Bordelais. Bon, sachant que j'ai fait un choix, il y en a beaucoup d'autres, hein, mais c'était difficile en 1 h 15. J'ai dû enlever quand même quelques artistes, mais j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.